Bonjour, alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au génocide des Arméniens. Donc avant d'entrer dans certains détails de l'événement, il me semble important de comprendre le contexte qui a amené à ce génocide. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis plusieurs siècles déjà, une partie de l'Afrique du Nord, de l'Europe de l'Est et de l'Europe du Sud et du Proche-Orient est contrôlée par un immense empire qu'on appelle l'Empire ottoman. Empire qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'il a disparu en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est l'empire que vous voyez en orange sur cette carte. Ce que vous voyez, c'est l'Empire ottoman à son apogée. Donc on est encore très loin de la Première Guerre mondiale, puisque on est au XVIIe siècle. Donc l'apogée, c'est le moment où l'Empire est le plus grand. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que dans cet immense empire, forcément, vous allez avoir plein de peuples différents. Vous allez avoir des Turcs, des Arabes, des Assyro-Chaldéens, des Arméniens, des Kurdes, des Tatars, des Laz, des Persans, des Grecs, et je pourrais encore continuer longtemps. Or, depuis plusieurs décennies, notamment au XIXe siècle, cet empire va rencontrer de très nombreux problèmes territoriaux car l'empire va perdre des terres. Certains de ces territoires vont être conquis, par exemple par des puissances européennes, comme l'Algérie qui a été conquise par la France à partir de 1830, qui était un territoire autonome certes, mais qui était rattaché à l'Empire ottoman. Sur d'autres territoires, des peuples vont revendiquer leur indépendance. C'est le cas par exemple des Grecs qui deviennent indépendants en 1830. Bref, à la fin du XIXe siècle, dans l'Empire ottoman, il y a une forte crise politique, et le sultan de l'époque, en plus, Abdulhamid II, va avoir de nombreuses difficultés pour le diriger. On l'accuse d'être à la cause de tous ces problèmes. En plus, il a un pouvoir autoritaire, et donc il va avoir de plus en plus d'opposants politiques, des gens qui vont s'opposer à lui. Et c'est dans ce contexte qu'en 1889, un mouvement appelé Mouvement des jeunes Turcs va souhaiter la destitution du sultan et la mise en application de nouvelles idées. Je reviendrai sur ces idées un peu plus tard. En 1908, et là on se rapproche de la Première Guerre mondiale, ne supportant plus les humiliations, une partie de l'armée ottomane qui est située en Europe va décider de se soulever contre le sultan. Et c'est le moment que vont utiliser certains jeunes Turcs pour créer des désordres. Et face à ces tensions, le sultan Abdulhamid II va accepter des compromis, va organiser des élections, et les jeunes Turcs vont devenir majoritaires au Parlement. C'est à ce moment-là que ces jeunes Turcs vont rétablir les libertés, vont lancer des travaux de modernisation dans tout l'Empire, mais malgré leur arrivée, l'Empire continue ses dislocations. C'est le cas par exemple de la Bulgarie qui va quitter l'Empire ottoman en devenant indépendante en 1908. C'est le cas de l'Albanie qui va devenir elle à son tour indépendante en 1912. L'Italie va elle prendre la Libye qui est alors appelée Tripolitaine à l'Empire ottoman. Bref, face à cela, les jeunes Turcs ne trouvent pas d'autre moyen que d'employer la force. Ils vont rétablir l'interdiction des libertés et ils vont essayer de trouver des coupables. Et les coupables désignés, ce sont les minorités et surtout les Arméniens qui représentent à cette époque 2 millions d'habitants sur environ 20 millions. Ils décident alors de donner les mêmes droits à tous les peuples de l'Empire ottoman, disant tout le monde est égaux, tout le monde a les mêmes droits, mais il y a un compromis. Chacun doit, d'une certaine façon, devenir turc. Ils vont essayer de turquifier l'Empire ottoman. Autrement dit, vous êtes obligé de rejeter une partie de ce que vous êtes, une partie de votre culture, pour prendre la culture turque. Et ça, c'est évidemment très mal vu par de nombreux peuples, notamment par le peuple arabe, et notamment les Arméniens. Bref, vous le voyez sur cette carte, en 1914, l'Empire ottoman reste un empire immense, mais beaucoup moins impressionnant qu'il ne l'était il y a encore quelques siècles. Et pour différentes raisons, cet empire ottoman va rejoindre l'Allemagne et la Triple Alliance dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Donc je vous rappelle les camps. Vous avez d'un côté la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe qui forment la Triple Entente, et de l'autre côté l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Sur cette carte, vous pouvez voir où vivent les Arméniens en 1914. Ils sont représentés avec des points jaunes. Beaucoup vivent, vous le voyez, dans le centre de l'Empire ottoman, mais l'essentiel vivent à l'est. Et il existe aussi des Arméniens qui vivent dans l'Empire russe et dans l'Empire perse, c'est-à-dire l'actuel Iran. Et les Arméniens russes, pendant la Première Guerre mondiale, vont naturellement combattre pour la Russie. Et les Arméniens ottomans vont, quant à eux, prendre le parti de l'Empire ottoman. C'est-à-dire que tous les hommes arméniens âgés de 20 à 40 ans
malgré quelques désertions, vont s'engager dans l'armée ottomane pour défendre leur pays dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Mais les Ottomans vont subir de nombreuses défaites malgré quelques victoires, notamment la défaite de Sarıkamış qui passe très très mal auprès des dirigeants des jeunes Turcs, et donc ils doivent trouver des responsables. Et ces Turcs accusent les Arméniens. Ils les accusent d'avoir trahi l'Empire ottoman pour aider l'Empire russe. Alors, plusieurs raisons. Je vous l'ai dit, il y a des Arméniens qui vivent dans l'Empire russe, donc ils se disent qu'ils se sont retournés contre l'Empire ottoman pour rejoindre l'Empire russe. En plus de ça, les Arméniens sont chrétiens alors que les Turcs sont musulmans. Il existe effectivement des partis arméniens, des partis politiques arméniens comme l'Enchak qui revendiquent un État arménien qui rassemblerait les Arméniens de Russie, d'Iran et de l'Empire ottoman. Bref, toutes ces situations amènent les Turcs à accuser les Arméniens d'être des microbes qu'il faut détruire, des ennemis de l'intérieur. Et donc, dès le 25 février, les soldats arméniens vont être désarmés. Le 22 avril, les autorités vont recevoir le droit de perquisitionner des habitations pour rechercher des armes et trouver les traîtres arméniens. Et face à toutes ces décisions, vous avez effectivement certains Arméniens qui vont se rebeller pour critiquer ces mesures, et non pas pour trahir l'Empire ottoman, mais ces faits d'armes vont être utilisés par les Turcs pour prouver la trahison des Arméniens. Et donc des premiers massacres vont être organisés. À Constantinople, l'actuel Istanbul, les dirigeants politiques, religieux, entrepreneurs arméniens vont être arrêtés le 25 avril, puis massacrés quelques jours plus tard. Et c'est à partir de cette date que la mise à mort de tous les Arméniens de l'Empire va être décidée. C'est ce qu'on appelle le début du génocide, c'est-à-dire la mise à mort programmée et organisée de tout un peuple. Les Arméniens vont être déportés, donc au motif de la nécessité d'éloigner et de contrôler les ennemis de l'intérieur, et ils vont notamment être envoyés en bas de ma carte ici, dans l'actuelle Syrie, notamment dans le désert. Donc vous avez 1 million d'Arméniens qui va être déporté en 4 mois seulement, alors qu'on est dans un contexte de guerre, ce qui prouve l'organisation poussée du génocide. En fait, et en réalité, les ordres sont plus explicites qu'une simple déportation. Certains sont effectivement déportés, mais beaucoup vont être massacrés dès leur sortie des villes et des villages, et les modes opératoires pour mettre en place ces exécutions vont être très différents. Certains Arméniens vont être tués par noyade, des enfants vont être enterrés vivants, vous avez des Arméniens qui sont poussés au suicide, on exécute au fusil, certains sont égorgés, brûlés vifs, certains meurent de fatigue sur les routes de la déportation, etc. Les fleuves du Tigre et de l'Euphrate sont remplis de corps, on retrouve de nombreux charniers ouverts qui témoignent de ces massacres, et sur ces Arméniens déportés, vous avez finalement que 15 à 20% de ces Arméniens qui arrivent dans des centres en Syrie. Tous les autres ont été massacrés avant. Et c'est à ce moment-là que va commencer la deuxième phase du génocide en octobre 1915. Les Arméniens survivants qui attendent dans les camps, notamment le camp de Deir ez-Zor que vous voyez ici en bas de mon écran, vont être massacrés, alors soit par les armes, soit laissés pour morts, soit ils vont mourir dans des conditions abominables parce qu'ils n'ont ni eau ni nourriture. Et c'est ça le génocide. De nombreux Arméniens vont quand même réussir à s'échapper de l'Empire pour partir notamment en Russie ou en Perse. Et en 1917, les défaites de l'Empire ottoman, l'avancée militaire des Britanniques va permettre de découvrir environ 100 000 Arméniens encore dans les camps. Et donc le bilan est lourd. Sur les 2 millions d'Arméniens qu'il y avait en 1914, on estime que environ 1,3 million d'Arméniens ont été tués. Alors je vous rappelle, ce qui fait que c'est un génocide, c'est pas le nombre de morts, c'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est l'intention initiale, celle de mettre à mort l'ensemble d'un peuple. Et c'est ce qui fut le cas dans le cadre du génocide des Arméniens. C'est-à-dire que l'Empire ottoman et donc les jeunes Turcs avaient pour objectif de mettre à mort tout le peuple arménien.